Bonjour et bienvenue pour ce numéro 49 de ma revue d'activité parlementaire. Cela fait maintenant plus d'1 an que nous sommes en état d'urgence sanitaire. 1 an de crise épidémique de Covid-19, 1 an où nous passons de confinement, couvre-feu, en confinement hybride. 1 an que nous constatons que ce gouvernement est totalement à la ramasse, incapable d'anticiper, de préparer, de planifier la réponse adéquate. C'est le résultat de son incurie immédiate, mais surtout c'est le résultat de politiques publiques menées depuis des années qui ont amené à affaiblir l'État, affaiblir les services publics, affaiblir la santé, affaiblir aussi les capacités de production, de souveraineté sur un certain nombre de questions clés comme la santé. Nous avons eu les épisodes des tests, des masques, aujourd'hui des vaccins, où on se rend compte que non seulement nous sommes incapables en tant que pays de produire ces moyens de protection, mais l'État est aujourd'hui aussi incapable d'organiser la logistique, d'organiser la distribution et de répondre aux besoins. Et je crois que quand on voit aujourd'hui la situation et qu'on se rend compte qu'on est aujourd'hui en France un des pays où il y a la plus forte tension hospitalière, où il y a la plus forte incidence du virus, et pourtant le gouvernement continue, et surtout Emmanuel Macron qui se prend pour un grand épidémiologiste parce qu'il a lu des articles et qu'il se prend pour Jupiter, a décidé, comme en faisant un pari, de lever un certain nombre de restrictions sans qu'on comprenne d'ailleurs pour quelles raisons, alors qu'on est à un niveau épidémique extrêmement fort, quasiment le même niveau qui avait conduit à mener à des restrictions. Et donc, face à cette situation, je crois qu'il est important de rappeler que ce à quoi nous faisons face n'est pas une fatalité, qu'il n'était pas inéluctable que nous soyons dans une situation plus d'1 an plus tard, quasiment au même niveau, sans avoir d'horizon de retour à la vie normale, ou à une vie plus ou moins normale, parce que c'est d'abord le résultat de politiques qui ont été menées, je l'ai dit, de politiques d'affaiblissement des services publics, de la santé, de politiques d'affaiblissement de la capacité de l'État à anticiper, à planifier. Et donc ce qui a été défait, ce qui a été mal fait peut être refait, peut être mis en œuvre. Et ça, c'est aussi l'enjeu des prochains mois et des débats, notamment au niveau de la présidentielle, de est-ce qu'on veut aujourd'hui une puissance publique, un État, un gouvernement qui protège la population et qui donne les moyens à tous les services publics de pouvoir le faire. Et donc, il n'y a pas de fatalité à l'état d'impuissance dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et puis surtout, très concrètement, dans l'urgence de la crise sanitaire, il y a des moyens, il y a des alternatives au confinement, au couvre-feu, à la restriction des libertés publiques. C'est ce que la France insoumise a défendu, a proposé depuis le début de la crise sanitaire. La société de roulement au niveau de l'école, le fait de diviser les classes, le fait de systématiser l'installation de capteurs de CO2, de purificateurs d'air, le fait de s'assurer que l'on puisse avoir des classes en moindre effectif, recruter des enseignants, je parle là de l'école, mais c'est également vrai au niveau par exemple de la santé, la nécessité de recruter et donc de valoriser aussi le travail de la santé et au-delà de l'hôpital, de tout le système médico-social, grâce à qui nous avons tenu et qui est encore plus essentiel. Donc voilà, tout cela est possible. Tout cela est aussi mis en œuvre dans un certain nombre de pays qui ne se sont pas contentés, par exemple, de vouloir faire baisser la courbe de contamination, mais qui se sont attaqués à l'éradication du virus lui-même. La question des stratégies zéro Covid devrait être plus discutée, le développement d'autres traitements. Bref, il y a aujourd'hui des moyens de faire autrement, de mener une autre politique au niveau de la crise épidémique, mais au niveau de la politique globale.
Ce n'est pas une autre politique qu'a choisi de mener Emmanuel Macron, c'est la même, avec toujours la même vision néolibérale. Et on le voit par exemple sur la question des vaccins, le refus de la France à l'OMC de lever les brevets sur les vaccins parce que c'est toujours la logique du marché et du profit qui prédomine. On le voit aussi en termes plus idéologiques parce que face à l'échec constant de leur politique économique et sociale, il y a depuis plusieurs mois le développement et le déploiement d'une politique ultra sécuritaire qui est justifiée par la perspective de l'élection présidentielle de 2022. C'est en ces termes-là que Emmanuel Macron l'a posé. Il veut faire en sorte d'être au deuxième tour face à Marine Le Pen, donc il veut faire tout pour que Marine Le Pen soit au deuxième tour et donc organiser tout le système, le débat politico-médiatique autour des thématiques chères à l'extrême droite, mais des thématiques qu'il partage aussi, puisqu'on a vu comment, depuis le début du mandat, son gouvernement a mis en place des lois de plus en plus autoritaires, de plus en plus sécuritaires, de plus en plus liberticides. Ça n'a pas commencé que depuis l'état d'urgence sanitaire, c'était bien avant. Nous avons notamment analysé à la France Insoumise justement cette dérive autoritaire à laquelle nous avons assisté, à laquelle nous nous sommes opposés, mais que nous n'avons pas pu freiner suffisamment étant minoritaire à l'Assemblée. Mais voilà, depuis 4 ans maintenant, énormément de mobilisations sociales ont montré la résistance qui existe dans ce pays. Et vis-à-vis de cette résistance, on voit que ce que tente de faire Emmanuel Macron et son gouvernement dans la perspective de 2022, mais en affirmant aussi en fait la nature extrêmement réactionnaire de la Macronie, en assumant de prendre à son compte, de reprendre à son compte le discours de l'extrême droite, de mettre en place des politiques que l'extrême droite salue, c'est aussi la nature même de la Macronie qui se dévoile. Et donc c'est une nature extrêmement réactionnaire, je le redis. Je ne reviendrai pas sur toutes les polémiques qui sont montées en sauce depuis plusieurs semaines. C'est à la fois, ça participe à créer un climat extrêmement toxique, extrêmement nauséabond, extrêmement dangereux, parce que au final ce sont aussi des personnes qui se retrouvent en but à de la stigmatisation. Il y a des attaques islamophobes contre des mosquées, mais aussi contre des citoyens et citoyennes de confession musulmane, notamment des femmes qui sont victimes de cela. Et puis de manière générale, on voit clairement comment l'extrême droite est aujourd'hui légitimée. Dernièrement, il y a eu des appels d'anciens militaires qui appellent à l'insurrection, qui ont été soutenus par Marine Le Pen, une candidate à l'élection présidentielle et qui est créditée d'un certain nombre de voix. Et par contre, là, en fait, à la différence de toutes les... tout le bruit et le parasitage médiatique qu'il y a eu, par exemple, quand un syndicat a organisé des groupes de parole non mixtes pour pouvoir parler des discriminations, à la différence de la chasse aux sorcières absolument insensée qui a été menée et qui continue d'être assumée par le gouvernement contre des chercheurs, contre des scientifiques, parce qu'ils mènent des travaux sur la question des discriminations, des oppressions. Là, en fait, quand il y a des anciens militaires qui appellent d'autres militaires en service à mener une insurrection, là, rien. On voit comment c'est banalisé et comment l'extrême droite a été complètement banalisée. Et je crois que on ne se rend peut-être pas compte, et c'est peut-être parce que ça arrive en même temps qu'on voit se déployer cette stratégie. Je crois qu'il y a encore en fait peut-être un sentiment un peu de sidération, de se rendre compte à quel point le débat et le centre de gravité de l'attention politico et médiatique a dérivé de la droite extrême à l'extrême droite. Et ça, c'est une alerte que nous portons à la France Insoumise, avec depuis plusieurs mois des appels à l'unité, à faire front commun contre cette dérive autoritaire, et que nous allons renouveler, et nous allons continuer à mener cette bataille-là pour faire front,
pour empêcher ce qu'on voit en fait à l'œuvre, parce que là aussi, ce n'est pas une fatalité, c'est un choix politique qui est fait, conscient, c'est tout un système politico-médiatique qui se construit autour de cela, et je crois que la campagne que nous portons avec Jean-Luc Mélenchon, la campagne de l'avenir en commun, les propositions que nous déployons et que nous allons continuer à déployer dans les prochaines semaines et les prochains mois, qui vont aussi se traduire dans, par exemple, les élections régionales et la mobilisation qu'il y a autour partout dans le pays de propositions et de traduction de ces propositions de l'avenir en commun sur le niveau régional, qui prépare aussi la campagne présidentielle. Je crois que ça constitue aujourd'hui le point de rassemblement, en tout cas pour la France insoumise, c'est autour de ça. C'est autour à la fois d'une réaction sociale contre la dérive autoritaire, mais aussi d'une réaction sociale en proposition, en défense d'un programme, parce que il y a des alternatives aujourd'hui au néolibéralisme aveugle et à la réaction autoritaire. Et je crois que la campagne Nous sommes pour représente cela, à la fois la résistance absolue à l'extrême droite, le seul barrage aujourd'hui de l'extrême droite, c'est nous qui essayons de le construire, et la proposition et les alternatives que nous mettons en avant. Nous aurons l'occasion lors de la journée d'initiative parlementaire de donner à voir ce que nous proposons en termes de, par exemple, de lutte contre le chômage de longue durée. Je suis la rapporteure d'une proposition de loi sur ce sujet-là pour établir une garantie d'emploi. On en a déjà parlé, on continuera à en parler. Il y a beaucoup d'autres propositions de cette journée d'initiative parlementaire. Et également, avec mon collègue Hugo Bernalicis, nous travaillons à des lois cadres que nous proposerons pour constituer une base de programmes législatifs, programmes d'une majorité insoumise et fédérée avec d'autres forces pour 2022, parce que nous pensons effectivement que si nous sommes dans une période d'extrême tension, d'extrême difficulté, et que nous craignons et nous avons raison de craindre que les prochains mois risquent d'être difficiles en termes économiques, sociaux, que l'urgence climatique continue à peser sur l'ensemble de nos existences et à rendre la situation encore plus dure. Il y a des raisons de croire et d'espérer que nous sommes capables, tous ensemble, en faisant front commun, en étant unis et solidaires, de sortir de ces épreuves et aussi de faire émerger cet autre monde qui est plus urgent que jamais. Voilà ce sur quoi je voudrais vous partager avec vous comme réflexion sur les derniers mois et la dernière période, en vous redisant notre détermination à la France insoumise au sein du groupe, avec nos collaborateurs et collaboratrices et avec tous les militants et militantes de la France insoumise, à ne rien lâcher et à continuer à se battre pour un autre monde, pour que viennent enfin les jours heureux. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaiterais revenir dans ce focus Assemblée nationale sur un texte de loi qui a été adopté le 15 avril à l'unanimité. C'est la proposition de loi visant à protéger les mineurs contre les crimes et agressions sexuelles et contre l'inceste. Nous devons nous réjouir de l'adoption de ce texte, dans la mesure où c'est une grande avancée du droit positif. Désormais, il ne sera plus nécessaire de rechercher le consentement des mineurs à un acte sexuel avec un majeur, étant donné que l'âge de consentement, enfin l'âge en tout cas de non-consentement, est fixé à 15 ans pour les crimes sur mineurs et à 18 ans dès lors qu'il y a un fait d'inceste. C'est une avancée qui doit être saluée et qui était attendue par les victimes, par les familles et également par les associations de protection des violences sexuelles sur les mineurs et de lutte contre l'inceste. Cependant, nous déplorons le manque d'anticipation surtout et le manque de prévention dans ce texte. Il n'y a qu'un aspect répressif. Or, pour lutter efficacement contre les actes pédocriminels et contre l'inceste, il faut rompre le tabou de la pédocriminalité et le tabou de l'inceste. Et pour ce faire, il faut une véritable campagne d'information. Il faut libérer la parole. Et pour libérer la parole, ça ne se passe pas simplement par le code pénal et par la répression. Il faut mettre en place des campagnes de prévention,
pour éviter le passage à l'acte, pour accompagner finalement les pédocriminels, pour éviter qu'ils ne commettent des actes répréhensibles. Il faut faire des campagnes d'information pour favoriser la libération de la parole des victimes, des enfants victimes d'agressions sexuelles. Et puis enfin, il faut former. Il faut former tous les professionnels en contact avec les enfants, au signalement et surtout au dépistage des signes d'alerte qui permettent d'identifier des atteintes sexuelles, de la maltraitance. Or, rien n'a été fait sur ce sujet. D'ailleurs, la rapporteure du texte, Alexandra Louis, a renvoyé à Adrien Taquet, le secrétaire d'État à l'enfance, pour la prise de mesures justement de prévention. Or, force est de constater que les 2 à 4 millions d'euros que prévoit de débourser le secrétaire d'État ne suffiront pas à assurer une véritable campagne de prévention et campagne d'information et à empêcher que se reproduisent de tels actes. C'est pourquoi, bien que nous ayons voté les textes, nous émettons une certaine réserve à son efficacité et nous considérons qu'il est plus important justement de former, de mettre en place de véritables campagnes d'information, de prévention, d'accompagner les victimes dans la dénonciation des faits, mais aussi faire en sorte qu'elles soient protégées une fois les faits dénoncés. En tout état de cause, force est de constater que ce texte est incomplet. Bonjour à toutes et tous, je suis Émilie Pomard, nouvelle collaboratrice de Daniel Obono, centrée sur le travail en circonscription, et j'aurai donc le plaisir de vous présenter tous les mois les actualités de la Circo et du travail de Daniel Obono sur le terrain. Alors au programme de cette EMD, la Circo qui se bouge pour la commémoration de la Commune de Paris, le travail de solidarité concrète pour des collectes de denrées alimentaires qui se poursuit, et puis le petit conseil lecture du mois. Au printemps 1871, il y a 150 ans, les habitants de Paris s'engagent dans un des plus grands soulèvements populaires de son histoire, la Commune de Paris, qui a offert un moment d'espoir sans pareil. Aujourd'hui, les initiatives pour transmettre l'histoire de cette quête de justice et d'égalité fleurissent dans la Circo, et ça fait plaisir. Le centre social et culturel Rosa Parks vous a concocté une petite sélection de documents visuels et sonores pour mieux comprendre cet événement marquant de l'histoire. Balades historiques sonores des lieux emblématiques de la révolte, documentaires, expositions virtuelles, films d'animation. Vous pouvez retrouver toutes ces pépites sur leur site. Et puis le 12 avril dernier, la Goutte d'Or et vous nous a également proposé une conférence virtuelle sur une des figures de la Commune de Paris et habitante de la Goutte d'Or, Louise Michel. Et ce travail de mémoire ne s'arrête pas là, puisque le dimanche 16 mai prochain, le collectif unitaire de Paris 19e organise une déambulation dans les rues du 19e à 14h au départ de la Rotonde pour faire vivre l'histoire de la commune et la faire entrer en résonance avec l'actualité et le besoin toujours aussi criant de justice sociale. Ce qui nous amène directement à notre deuxième sujet, puisque comme vous le savez, la crise sanitaire qui dure depuis plus d'1 an a fait exploser la pauvreté dans notre pays et notamment dans notre circonscription. Face à l'inaction du gouvernement, ce sont donc les actions de solidarité concrètes de la part des habitants, des collectifs, des associations qui permettent aux gens de tenir. Samedi dernier, Daniel Obono a encore pu constater le travail formidable de la table ouverte qui organise quotidiennement des distributions de repas. Comme vous le savez, Daniel Obono participe à son échelle à ce travail de solidarité via des collectes de denrées alimentaires qui sont ensuite redistribuées aux associations et aux collectifs de la Circo. Et puis pour terminer, un petit conseil lecture avec Quartier de combat, un super bouquin d'Abdoulaye Sissoko et Zakaria Haroussi, 2 enfants du 19e qui dépeignent de manière touchante et puissante la vie de cet arrondissement qu'ils aiment. À travers le récit de leur jeunesse et de celles et ceux qui les ont accompagnés, ils nous racontent les galères, mais aussi les solidarités qui sont toujours tissées dans ce quartier populaire et qui lui donnent son âme. Un bouquin qui donne la parole à celles et ceux qui vivent dans les quartiers populaires au moment où beaucoup veulent parler pour eux. Ça fait du bien. Et je vous laisse sur cette citation qui sonne comme une bonne punchline et qui remet les idées à l'endroit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique Actualité des luttes dans laquelle je vais faire un point sur les mobilisations soutenues par Daniel Obono et la France Insoumise. Pour commencer, Daniel Obono a rejoint avec Éric Coquerel la manifestation à l'appel du comité de défense des hôpitaux Bichat et Beaujon
pour protester contre la fusion et la fermeture de ces 2 hôpitaux. Donc Bichat, l'hôpital Bichat est situé dans le 18e arrondissement entre les portes de Saint-Ouen et la porte de Clignancourt, et l'hôpital Beaujon est à Clichy dans les Hauts-de-Seine, 92. Le directeur de la PHP, Martin Hirsch, mène avec l'aval du gouvernement un projet de fusion de ces deux hôpitaux au sein d'un campus unique qui sera situé au nord de Paris, à Saint-Ouen. Et à terme, cette fusion, elle va entraîner la fermeture de 300 lits par rapport aux capacités actuelles de ces hôpitaux et la perte de 1000 postes de soignants, ce qui est assez énorme. Et tout ça en pleine pandémie, alors que nos services hospitaliers sont déjà saturés et que l'offre de soins dans le nord de Paris, dans les arrondissements nord et dans la banlieue nord de Paris, est déjà très déficitaire. C'est un choix incompréhensible et inacceptable, et Daniel Obono est donc allé soutenir leurs revendications pour maintenir ouverts ces 2 hôpitaux et pour les rénover. Daniel Obono a également soutenu la mobilisation des agents et agentes de la ville de Paris, mais ça concerne toutes les collectivités territoriales puisqu'ils subissent en ce moment une réforme de leur temps de travail qui est due à l'application de la loi de transformation de la fonction publique de 2019. Donc en pleine crise, alors que les agents ont assumé leur mission de service public en assurant malgré tout la continuité de celui-ci, ils et elles vont devoir travailler encore plus. Pour rappel, la fonction publique territoriale, donc, y compris à Paris, même s'il y a plus de cadres qu'ailleurs, c'est une fonction publique qui compte une majorité d'agents de catégorie C, qui n'ont pas une rémunération très attractive, mais qui occupent des emplois assez physiques, pénibles. Et à ce titre, les quelques réductions du temps de travail qui ont été acquises au fil du temps ne sont pas des privilèges, mais bien des compensations qu'il faut pouvoir conserver. Pour finir, ce sont 2 luttes en une que Daniel et la France Insoumise soutiennent depuis longtemps, celle du secteur de la culture et celle contre la réforme de l'assurance chômage. Depuis le début du mois de mars, les travailleurs et travailleuses, les intermittents et intermittentes du spectacle, qui sont très très durement touchés par la crise puisque le secteur est totalement fermé, ont commencé à occuper des théâtres. Ça a commencé par le théâtre de l'Odéon à Paris, puis ça s'est très vite répandu partout en France. Et donc des théâtres sont occupés pour visibiliser les luttes parce que c'est très difficile de protester efficacement quand on est confiné derrière son écran. Donc voilà, c'était assez enthousiasmant de voir toutes ces actions dans ces lieux de culture qui sont sans vie depuis un an. Donc Daniel Obono a rejoint Daniel Simonet au théâtre de l'Odéon pour rencontrer les manifestants et puis pour soutenir largement leurs revendications. Donc ils sont la réouverture. La première demande évidemment c'est la réouverture des lieux de culture dans le respect des règles sanitaires bien sûr. Donc la reconduction de l'année blanche qui doit leur permettre à elles et eux, intermittents et intermittentes du spectacle, de ne pas perdre leur statut d'intermittent. Mais aussi, et ça a été une revendication massivement portée, celle de l'abandon de la réforme de l'assurance chômage qui doit rentrer en vigueur très prochainement et qui va impacter très massivement les allocataires donc du chômage, ce qui est déjà scandaleux en temps normal, mais encore plus là en temps de crise, alors que le gouvernement, on le voit, choisit de financer très très largement des entreprises sans aucune contrepartie en termes d'emploi ou de distribution de dividendes, et enfin voilà. Ce qui est déjà scandaleux en temps normal, mais plus encore en temps de crise, alors que le gouvernement, on l'a vu, choisit par ailleurs de financer très largement des entreprises sans aucune contrepartie. Pour finir, je voudrais vous parler de la marche lesbienne qui a eu lieu à Paris, mais aussi à Lyon et à Toulouse les 24 et 25 avril. Ce sont les premières marches lesbiennes depuis près de 40 ans. La première et la seule jusqu'ici avait eu lieu en 1980. À Paris, le 25 avril, elle a rassemblé près de 10 000 personnes, donc lesbiennes, bisexuelles, trans, queer, mais aussi des femmes célibataires et hétéros, puisque le mot d'ordre de la marche, c'était l'accès à la PMA pour toutes et tous. Et c'est une demande qui est soutenue et portée par l'AFI, par la France Insoumise, depuis très longtemps. Dès le début de la mandature, Daniel Obono avait déposé une proposition de loi visant à ouvrir l'accès à la PMA de manière universelle, donc sans condition de genre, d'orientation sexuelle, de statut matrimonial ou autre. Voilà, on espère donc très prochainement un retour du projet de loi bioéthique qui comprend donc cet aspect PMA. Donc un retour du projet de loi bioéthique à l'Assemblée pour ce qui sera sa 3e lecture et peut-être pas la dernière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette rubrique. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette revue d'activité parlementaire. Merci à toute l'équipe qui a permis sa réalisation, à tous
mon cabinet qui y a participé, à Anis Marzougui qui est derrière les manettes pour le réaliser. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à diffuser cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à continuer à votre échelle, où que vous soyez, à vous mobiliser, à résister et à construire la solidarité. À bientôt à tous et à toutes.